L'histoire de la Seconde Guerre mondiale est écrite avec le sang des soldats, la stratégie des généraux et la puissance des grandes nations. Nous pensons connaître les tournants décisifs. Stalingrad, Midway, le débarquement de Normandie. Nous pensons que la guerre a été gagnée par des chars, des avions et des bombes. Mais si tout cela n'avait tenu qu'à un fil, et si ce fil avait été tissé non pas dans un grand état-major, mais dans le garage sombre d'un homme que tout le monde considérait comme un fou. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un héros de guerre. Nous allons parler d'un rejeté, un homme dont les idées ont été ridiculisées, dont les plans ont été jetés à la poubelle par des officiers arrogants qui ne voyaient en lui qu'un civil excentrique. Un inventeur français qui, en 1939, avait la clé pour changer le cours de la guerre, mais que personne n'a voulu écouter. L'histoire a failli l'oublier. L'establishment l'a traité d'incompétent. Mais lorsque la France est tombée et que le monde était au bord de l'abîme, cet homme n'a pas abandonné son idée. Il a construit une machine si ingénieuse, si révolutionnaire, qu'elle allait devenir l'un des secrets les mieux gardés des Alliés. Une machine qui, dans l'ombre, a rendu possible la plus grande invasion de tous les temps et a scellé le destin du Troisième Reich. Avant de découvrir cet homme incroyable et l'invention qui a tout changé, prenez une seconde pour soutenir notre chaîne. Si vous aimez les histoires secrètes de la guerre, abonnez-vous et activez la cloche. Laissez un like sur cette vidéo pour que la vérité éclate au grand jour. Et dites-nous, de quel pays et de quelle ville nous regardez-vous? Nous adorons voir notre communauté s'étendre aux quatre coins du globe. Nous sommes en 1939. L'Europe retient son souffle, un silence pesant et électrique. La drôle de guerre. À Paris, au cœur du ministère de la guerre, l'air est lourd de l'odeur du tabac froid et de la certitude. Les bottes brillent, les képis sont droits. Les cartes d'état-major couvrent les murs, mais elles montrent toutes la même chose, la ligne Maginot, une cicatrice de béton et d'acier, l'orgueil d'une nation qui a décidé que l'avenir serait une répétition du passé. C'est dans ce temple de la certitude défensive qu'un homme, ce jour-là, n'a pas sa place. Il ne porte pas d'uniforme. Ses mains sont calleuses, tachées non pas d'encre de rapport, mais de graisse et de limaille de fer. Il s'appelle Louis Fournier. Il est ingénieur, mais pas de la prestigieuse école polytechnique. C'est un homme de terrain, un bricoleur de génie, comme le qualifient avec mépris ses détracteurs. Il vient de Lyon, là où il a passé sa vie à dompter le Rhône, à concevoir des écluses, des barrages et des péniches fluviales. Il comprend l'eau, il comprend l'acier et il comprend la pression. Et c'est précisément parce qu'il n'est pas un soldat qu'il voit ce que les généraux, aveuglés par leurs galons, refusent de voir. Il voit que cette guerre, si elle doit être gagnée, ne le sera pas depuis une tranchée. Devant un comité de 3 colonels à la moustache impeccable et au regard las, Louis déploie ses plans. Ce ne sont pas des dessins élégants, ce sont des bleus de travail, couverts d'annotations, de taches de café. Sur la table, entre une carafe d'eau et un cendrier plein, repose le destin d'une guerre qui n'a pas encore vraiment commencé. L'invention de Louis est d'une simplicité déconcertante, presque offensante pour ces esprits complexes formés à la stratégie de la Première Guerre mondiale. Il l'appelle le bélier flottant. C'est une barge, une simple barge en acier, à fond plat. Le colonel Dubois, rapporteur du comité, soupire, son irritation à peine voilée. Monsieur Fournier, commence-t-il d'une voix traînante, nous sommes l'armée de terre. Nous avons la plus grande armée du monde. Nous n'avons que faire de vos jouets de rivière. Nous vous avons déjà accordé trop de temps. Mais Louis n'est pas venu de Lyon pour être intimidé. Ses yeux brûlent d'une fièvre, celle de l'homme qui sait détenir une vérité vitale. Mon colonel, insiste-t-il, sa voix rude de provincial résonnant dans le bureau feutré. Ce n'est pas la barge qui compte, c'est la rampe. Il pointe un doigt sale sur le mécanisme central de son plan. Regardez, une rampe frontale, contrebalancée. Vous n'accostez pas, vous vous échouez. Vous n'avez pas besoin de quai, vous n'avez pas besoin de port. Vous touchez la plage, la rampe s'abaisse en 3 secondes, et vos hommes, vos camions, vos chars. Ils sortent en courant, protégés par les flancs blindés de la barge. C'est une porte d'assaut. C'est un point d'acier qui frappe depuis la mer. Un silence glacial accueille sa tirade. Le colonel Dubois retire ses lunettes. Il les essuie méticuleusement. Frappé depuis la mer? Monsieur Fournier, vous êtes romanesque. Vous n'êtes pas un stratège.
Nous sommes une puissance continentale. Notre ennemi est à l'est, derrière le Rhin, derrière la ligne Siegfried. Notre défense est la Maginot. Et si, par miracle, il la contourne, nos chars et nos 75 les attendront. La guerre se fera sur terre, comme elle s'est toujours faite. Un autre colonel, plus jeune, ricane. Une invasion amphibie, c'est le rêve d'un fou. C'est ce que les Britanniques ont tenté à Gallipoli. Un désastre, un massacre. Vous voulez que nous envoyions nos hommes se faire hacher sur des plages? Votre machine n'est pas une machine de guerre. C'est une machine à créer des veuves. Louis sent la sueur couler dans son dos. Il a passé 2 ans sur ce projet. Il a vidé ses économies pour construire un prototype à échelle réduite sur la Saône. Il l'a testé. Il sait que ça marche. Il sait que la vitesse est la clé. Mais colonel, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas pour une attaque de front. C'est pour le contournement. Si l'ennemi nous bloque sur terre, nous devons le prendre à revers par la mer. Nous pourrions débarquer en Belgique, en Hollande, même en Allemagne du Nord. C'est la mobilité. C'est la guerre de demain. Le mot mobilité semble avoir scellé son sort. Pour ces hommes, la guerre est une question de position, de fortification, de front. La guerre de demain de Louis ressemble à une aventure de pirate, pas à une science militaire. Le colonel Dubois se lève. C'est la fin de l'entretien. Monsieur Fournier, vos intentions sont sans doute patriotiques, mais votre machine est une fantaisie. Elle est inadaptée à la doctrine militaire française. Elle est, pour être franc, inutile. Elle est rejetée. Le mot est lâché. Rejeté. Il frappe Louis plus durement qu'un coup de poing. Le ministère ne financera pas ce projet. Nous avons des priorités, des canons, des obus, plus de béton pour la ligne. Ne nous faites plus perdre notre temps. Le planton vous raccompagnera. Louis Fournier reste immobile une seconde, ses plans ouverts sur la table, l'avenir du monde étalé sur un papier que personne ne veut lire. Il a vu la guerre de 1914. Il a vu la boue, le sang, l'impasse. Il sait que la Maginot est un tombeau. Il sait que ces hommes en uniforme sont des morts en sursis et qu'ils emmènent la France avec eux. Il enroule lentement ses bleus. Il n'y a pas de colère dans ses yeux. Juste une tristesse infinie. Il quitte le bureau, le silence méprisant des colonels dans son dos. Dans le couloir majestueux du ministère, ses pas résonnent. C'est le bruit d'un homme seul, un inventeur rejeté, un prophète sans honneur dans un pays qui court à sa perte, en serrant fièrement dans ses mains les plans de sa propre défaite. Il tient dans son rouleau de papier la machine qui changera la Seconde Guerre mondiale, et la France vient de lui dire non. Mais 1940, 9 mois se sont écoulés, 9 mois pendant lesquels Louis Fournier a rongé son frein dans son atelier de Lyon, écoutant la radio d'une oreille distraite, tout en essayant de perfectionner son bélier flottant sur ses propres deniers. Il a vendu sa voiture, hypothéqué sa maison, sa femme, Cécile, le croit fou, ses amis l'évitent. Il est devenu l'excentrique du quartier, le prophète du déluge qui construit une arche sur la Saône. Mais le déluge arrive. Il n'arrive pas sous forme d'eau, il arrive sous forme d'acier. Le 10 mai, la drôle de guerre cesse d'être drôle. L'enfer se déchaîne. Les Allemands ne frappent pas la ligne Maginot. Ils font exactement ce que Louis, l'homme des rivières, avait prédit. Ils la contournent. Ils passent par les Ardennes, un endroit que l'état-major jugeait impénétrable aux blindés. C'est la Blitzkrieg, la guerre de mouvement, la mobilité que Louis avait prêchée dans le désert. Assis devant son poste de TSF, Louis écoute, le cœur glacé, le bulletin d'information. Gamelin est dépassé. Les panzers de Guderian ont percé à ses dents. Ils ne foncent pas vers Paris. Ils foncent vers la mer, vers la Manche. C'est une course. Il n'y a pas de colère chez Louis. Il n'y a pas de « je vous l'avais bien dit ». Il n'y a que cette même tristesse infinie, cette douleur physique de voir l'inévitable se produire. La plus grande armée du monde s'effondre comme un château de cartes, non pas par manque de courage, mais par manque total d'imagination. Les routes se remplissent. C'est l'exode. Des millions de personnes fuyant vers le sud. Lyon devient un goulot d'étranglement de peur et de misère. Et Louis comprend. Il comprend que la France est perdue. Et il comprend que ses plans, ceux que le colonel Dubois a qualifiés d'inutiles, ne doivent à aucun prix tomber aux mains de l'ennemi. Si les Allemands, qui, eux, comprennent la mobilité, mettent la main sur son bélier flottant, ils ne s'arrêteront pas à la Manche. Ils traverseront. L'Angleterre sera la prochaine. Son invention, née de l'amour de son pays, pourrait devenir l'outil de sa destruction finale.
Il doit partir. Il doit sauver ses plans. Il va dans son atelier. Une dernière fois. Le prototype, à l'échelle 1/10, flotte paisiblement sur l'eau boueuse de la darse. Il le regarde avec tendresse. « Tu avais raison, mon vieux », murmure-t-il. Il prend une masse et, méthodiquement, le cœur brisé, il détruit son œuvre. Il fracasse la coque, tord la rampe, s'aborde son propre rêve. Puis, il retourne à sa maison. Il brûle tous ses cahiers, toutes ses esquisses, sauf un. Le jeu de plan final, le plus détaillé. Il le coude à l'intérieur de la doublure de son manteau d'hiver. Un manteau ridicule pour un mois de juin qui s'annonce caniculaire. Il embrasse Cécile. « Je dois partir, » dit-il. « Où ?» demande-t-elle, les yeux vides de larmes. « Là où ils voudront peut-être écouter. Je vais en Angleterre. Son voyage est un cauchemar. C'est l'exode. Il se joint au flot des réfugiés, son manteau d'hiver sur le dos. Il marche. Il troque sa montre contre un peu d'essence pour monter à l'arrière d'un camion. Il voit les Stukas plonger sur les colonnes de civils, le tac-tac-tac vicieux de leurs mitrailleuses. C'est la guerre totale, celle que les colonels n'avaient pas prévue. Il arrive à Bordeaux, une ville en plein chaos, le gouvernement en déroute. Il doit trouver un bateau. N'importe quoi. Il finit à Saint-Jean-de-Luz, le dernier port avant l'Espagne. Le port est une cohue indescriptible. C'est là, par miracle, qu'il trouve une place sur le Ettrick, un transport de troupes britanniques venu évacuer les derniers soldats polonais et tchèques. Il monte à bord, un civil parmi des milliers de soldats défaits. Personne ne lui pose de questions. Il n'est qu'un visage de plus dans la tragédie. Alors que le navire s'éloigne de la côte française, sa patrie qui disparaît dans la brume du matin, Louis ne pleure pas. Il serre contre sa poitrine le manteau qui contient son secret. Le 25 juin 1940, la France a signé l'armistice. Louis Fournier, lui, n'a pas signé. Londres. 1940. La ville est grise, sous la menace constante du Blitz. L'air sent la suie et la peur. Louis ne parle pas un mot d'anglais. Il est un froggy, un réfugié, un membre de cette armée qui s'est effondrée en 6 semaines. Il est suspect. Il est, une fois de plus, un rejeté. Il est interrogé par le MI5. Qui est-il? Pourquoi ce manteau d'hiver en plein été? Pourquoi ces plans étranges cousus à l'intérieur? Il essaie d'expliquer, avec ses mains, avec des dessins sur des bouts de papier. Barge, bateau, rampe, tank, plage, chenelle. Les officiers du renseignement le regardent avec un mélange de pitié et de suspicion. Est-ce un espion, un fou, un autre inventeur excentrique? Ils le classent inoffensif et le relâchent, gardant ses plans pour examen. Il se retrouve dans le quartier de Soho, partageant une chambre miteuse avec 4 autres réfugiés français. Il a faim, il a froid, il a tout perdu. La France l'a rejeté. Et l'Angleterre, le dernier espoir, l'ignore. Il passe des semaines à hanter les couloirs du ministère de la guerre britannique, à essayer de parler à quelqu'un, n'importe qui. On le renvoie poliment. « Nous avons vos plans, monsieur Fournier. Nous vous contacterons. » Mais personne ne contacte jamais. Il est au fond du trou. Son invention, la clé de la victoire, prend la poussière dans le tiroir d'un bureaucrate qui ne comprend pas le français, et encore moins le génie. L'hiver 1941 est une épreuve de foi. Londres est une ville en deuil, une ville qui saigne, mais qui refuse de mourir. Le Blitz fait rage. Chaque nuit, le ciel s'illumine des traceuses de la flaque et des incendies. Chaque matin, Louis Fournier se réveille dans sa chambre glaciale, non pas au son d'un réveil, mais au son des sirènes de fin d'alerte et des pelles qui s'attaquent aux décombres. Il a trouvé un travail, pas comme ingénieur, pas même comme mécanicien. Il est plongeur dans un petit restaurant de Soho qui sert une soupe claire aux ouvriers de la défense civile. C'est un travail éreintant, humiliant. Ses mains, autrefois si habiles à dessiner des mécanismes de précision, sont maintenant rouges et crevassées, plongées à longueur de journée dans une eau graisseuse. Il est l'ombre de lui-même, un fantôme, bien plus que le pilote dont nous parlions hier. Il est le rejeté absolu, rejeté par son pays, ignoré par ses alliés, un inventeur de génie réduit à récurer des casseroles. Mais il y a une chose qu'il n'a pas perdue, l'obsession. Et il y a une chose que Londres lui offre en abondance, le spectacle de la nécessité. Chaque jour, en rentrant chez lui, il marche à travers une ville en ruine. Et il observe, il voit les difficultés,
Il voit les péniches de la Tamise lutter pour décharger des fournitures vitales sur des quais endommagés par les bombes. Il voit les soldats s'entraîner sur les rives, essayant maladroitement de descendre de petits bateaux, perdant un temps précieux. Et il entend les nouvelles, les rumeurs. Les Britanniques ne se contentent pas de défendre. Ils contre-attaquent. Des petits raids, des commandos, des opérations sur les côtes de Norvège, sur les côtes de France, des succès parfois. Mais toujours le même problème. Comment débarquer des hommes et du matériel rapidement sur une plage hostile? Et comment les rembarquer sous le feu? Ils n'ont pas la solution. Leurs barges sont lentes. Leurs méthodes sont celles de Gallipoli, celles qui ont fait ricaner le colonel Dubois. Et Louis, en essuyant un verre, murmure pour lui-même « J'ai la solution. Bande d'imbéciles. J'ai la solution. » Ses plans sont toujours au ministère. Il le sait. Il a envoyé lettre sur lettre. Des lettres en mauvais anglais, écrites phonétiquement avec l'aide d'un compagnon de chambrée. Aucune réponse. Il n'est personne. C'est alors que la nécessité rencontre le génie. Louis n'est pas un homme de bureau. C'est un bricoleur. Si les plans ne suffisent pas, il va montrer. Il commence à voler. Non pas de l'argent, du métal, des débris. Son maigre salaire de plongeur passe en achat d'outils d'occasion. Les ruines de Londres deviennent son nouvel atelier, son magasin de fournitures. Il ramasse un morceau de tôle tordu d'un camion de pompiers détruit. Il récupère des charnières sur une porte soufflée par une bombe. Il utilise le bois d'une caisse de munitions vide. Dans le sous-sol humide de sa pension de Soho, à la lueur d'une unique ampoule nue, Louis Fournier recommence à construire. Il ne construit pas un prototype à échelle 1/10. Il n'a ni les moyens ni la place. Il construit un modèle fonctionnel, un modèle de la taille d'une valise. Il se concentre sur l'essentiel, le mécanisme de la rampe, le système de contrepoids, les câbles, les verrous. Il travaille la nuit, après ses 12 heures de plonge. Ses mains saignent. Il ne dort plus. Il est animé d'une fièvre sacrée. Il sait que c'est sa dernière chance. Un jour de mars 1941, il est prêt. Le modèle est là. Il est laid, fait de briques et de brocs, peint avec un reste de peinture anti-rouille. Mais il est parfait. Il est fonctionnel. Il prend son jour de congé. Il ne met pas son manteau d'hiver. Il met sa meilleure chemise, usée jusqu'à la corde. Il prend son modèle sous le bras, comme un musicien prendrait son violoncelle, et il retourne au ministère de la guerre. Il n'a pas de rendez-vous. Il n'a pas de laissez-passer. Il est un civil français à l'air hagard, portant une machine suspecte. La garde à l'entrée lui barre la route. « No entry, mate ». Louis ne comprend pas les mots, mais il comprend le fusil. Il attend. Il attend sur le trottoir, sous la pluie fine de Londres. 1 heure, 2 heures. Les officiers entrent et sortent, l'ignorant, le contournant comme un mendiant. Il est à nouveau rejeté. Il est sur le point d'abandonner, de s'asseoir sur le trottoir mouillé et de pleurer de frustration. C'est alors qu'il le voit. Ce n'est pas un général, ce n'est pas un politicien, c'est un homme en uniforme de la Royal Navy, un commandeur. Mais il n'a pas l'air d'un homme de bureau. Son visage est buriné par le vent marin, ses yeux sont vifs, impatients. Il sort du bâtiment en pestant, fourrant des papiers dans sa sacoche. Il ne ressemble pas au colonel français, il n'y a pas d'arrogance en lui. Juste de l'urgence. « C'est Lord Mountbatten » ? Non, pas lui. C'est un de ses hommes. Un homme des opérations combinées. Le département de l'impossible. C'est maintenant ou jamais. Louis se jette littéralement sur lui. « Sir, please, regardez !» L'officier, surpris, fait un pas en arrière, la main sur son arme. « Who the hell are you ?» Louis pose son modèle par terre sur le trottoir. D'une main tremblante, il actionne le levier. Clac. La rampe s'abaisse. Schleng. Elle touche le sol, parfaitement. Louis sort un petit soldat de plomb de sa poche. Il le fait marcher sur la rampe. Plage, dit-il. Beach, vite, rapide. Il referme la rampe. Clac. Il mime un bateau. Bateau, soldat, tank, plage, rampe, vite. L'officier, le commandeur Davis, reste figé. Il a failli repousser ce fou, mais il a vu. Il a vu le mécanisme. Il n'a pas vu un jouet de rivière. Il n'a pas vu une fantaisie. Il a vu la solution. La solution exacte au problème qui l'empêchait de dormir depuis 6 mois. Comment débarquer un commando de 30 hommes et une jeep sur une plage norvégienne sous le feu. Il regarde le modèle,
Cette chose laide et géniale. Il regarde Louis, cet homme aux yeux fiévreux, se réfugier en haillons. Davis ne parle pas français, Louis ne parle pas anglais. Mais ils parlent le même langage. Celui de l'ingénierie, celui de la nécessité. L'officier de la Royal Navy, l'homme des opérations impossibles, ne dit qu'un mot. Un mot que Louis n'a jamais entendu de la part d'un militaire. Il pointe le modèle du doigt. Puis il pointe Louis. Et il dit « Right, come with me ». D'accord, venez avec moi. Il ne l'a pas rejeté. Il l'a invité. Le bricoleur français venait d'entrer dans le Saint des Saints. Le bureau du commandé Davis n'est pas le bureau feutré du colonel Dubois. Il n'y a pas de tapis persan. Il n'y a pas de boiserie. Il y a des cartes épinglées au mur, des photos de reconnaissance aérienne, des traces de boue sur le sol et une odeur de café fort et de métal. C'est le quartier général des opérations combinées, un département né du désespoir, dirigé par l'audacieux Lord Mountbatten. Ici, la doctrine n'existe pas. Seuls les résultats comptent. Louis Fournier, avec son modèle de valise sale et son anglais inexistant, est soudainement le centre de l'attention. On fait venir un traducteur, un jeune officier de la France libre, au regard vif. Et pour la première fois depuis des années, Louis parle. Il parle pendant des heures. Il explique la mécanique des contrepoids, l'importance d'un tirant d'eau faible, la nécessité d'un fond plat pour s'échouer, la protection blindée pour les hommes. Il parle avec la fièvre de l'homme qui a été réduit au silence trop longtemps. Les officiers britanniques ne l'interrompent pas. Ils ne ricanent pas. Ils prennent des notes. Ils posent des questions. Et la vitesse de la rampe? 3 secondes, répond Louis. Et la charge? 30 hommes, ou une jeep, ou un canon de 6 livres. Le commandeur Davis se tourne vers le traducteur. Demandez-lui où sont les vrais plans, les plans détaillés. Louis explique. OMI 5, dans un tiroir. Depuis des mois. Un coup de téléphone furieux de Davis plus tard, un coursier à moto est dépêché. 2 heures plus tard, les plans originaux, ceux que Louis avait cousus dans son manteau, sont étalés sur la table, enfin lus par des hommes qui comprennent. Les ingénieurs de la Royal Navy sont stupéfaits. Ce n'est pas un bricolage. C'est une révolution. La simplicité du mécanisme de la rampe, sa robustesse, sa fiabilité, c'est du génie. En France, Louis était un rêveur romanesque. Ici, au cœur de la machine de guerre britannique, il est un expert. Il n'est plus le Français, il est Monsieur Louis. Il est immédiatement transféré de sa pension miteuse de Soho à un lieu secret sur la côte sud, près de Poole. C'est là que l'impossible prend forme. Il est plongé dans un monde de bruit, de fureur et d'urgence. Les Britanniques ne veulent pas un prototype pour l'année prochaine. Ils en veulent 100 pour dans 6 mois. La culture est à l'opposé de ce qu'il a connu. On ne théorise pas. On construit. On teste. On casse. On améliore. On reconstruit. Le bélier flottant de Louis est anglicisé. Il devient le Landing Craft Assault, le LCA. Louis est au cœur du réacteur. Il vit dans le chantier naval, dormant sur un lit de camp. Il est le seul à comprendre l'âme de sa machine. Il travaille avec les ingénieurs, modifiant ses propres plans pour s'adapter aux moteurs britanniques, aux pénuries d'acier. Il renforce le blindage. Il améliore le système de verrouillage de la rampe. Il est épuisé. Il est sale. Il n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Il n'est plus un plongeur. Il n'est plus un rejeté. Il est l'homme qui donne aux Alliés le point d'acier qu'il avait imaginé. Il voit ses béliers sortir des chantiers par dizaines, puis par centaines, des coques d'acier grises, laides, fonctionnelles, avec sa rampe à l'avant, sa signature, son idée, sa revanche. Mais une invention de guerre n'est rien tant qu'elle n'a pas reçu le baptême du feu. Et ce baptême sera le plus grand désastre amphibie de la guerre. Il sera le test qui, une fois de plus, menacera de tout détruire. Août 1942. L'opération Jubilee. Le raid sur Dieppe. C'est le premier test grandeur nature des théories et du matériel des opérations combinées. C'est le premier engagement de masse des LCA de Louis Fournier. Louis est là. Pas sur la plage. Les Britanniques ne veulent pas risquer de perdre l'homme de la rampe. Il est sur le pont d'un destroyer, le HMS Calpe, le navire de commandement. Il est 4 heures du matin. L'obscurité est totale. Autour de lui, une armada de navires glisse en silence vers la côte de sa patrie. Son cœur bat à rompre.
Il tient une paire de jumelles d'une main si tremblante qu'il peine à voir. Il voit la première vague de ces LCA, chargés de commandos canadiens, foncer vers les plages de Puisé-Pourville. Il les voit toucher le rivage. Il retient son souffle. Il prie. Et il voit ses rampes s'abaisser. Clac, clac, clac. Comme il l'avait dessiné. En 3 secondes. Les hommes se ruent dehors. « Ça marche ?» murmure-t-il, les larmes aux yeux. « Mon Dieu, ça marche !» Pendant une fraction de seconde, c'est le triomphe absolu. L'inventeur rejeté vient de prouver au colonel mort de 1940 qu'il avait raison. Puis le soleil se lève, et l'enfer se déchaîne. Les Allemands n'ont pas été surpris. Ils attendent. Les falaises qui surplombent la plage se transforment en nids de mitrailleuses. Le tac-tac-tac n'est pas celui des Stuka. C'est le son d'une scie circulaire qui déchiquette la chair. Les hommes qui sortent des LCA ne font pas 10 pas. Ils sont fauchés sur les rampes. Les rampes que Louis a conçues pour les libérer deviennent leurs entonnoirs vers la mort. L'horreur paralyse Louis. Il regarde, impuissant, ces machines se transformer en cercueils d'acier. Les hommes à l'intérieur sont piégés. Les LCA tentent de repartir, mais beaucoup sont touchés, en feu. Les chars Churchill, débarqués par des péniches plus grosses, les premiers LCT, Landing Craft, Tank, une évolution de l'idée de Louis, n'arrivent pas à franchir la plage de Galets. Ils patinent, deviennent des cibles statiques. C'est un massacre. C'est Gallipoli, Empire. C'est la vision cauchemardesque du colonel qui l'avait rejeté. Une machine à créer des veuves. La phrase tourne en boucle dans la tête de Louis. Il tombe à genoux sur le pont du destroyer. Il vomit. Il a créé l'outil de ce désastre. Le raid est un échec total. Les pertes sont effroyables. Louis Fournier est ramené à Londres, un homme brisé. Le rejeté est à nouveau rejeté, non pas par un homme, mais par la réalité sanglante de la guerre. Le retour à Londres est un enterrement. Louis Fournier est un fantôme, hanté par les visages des soldats canadiens qu'il a vus se faire massacrer sur ses propres rampes. L'échec de Dieppe est total. Dans les couloirs du ministère, les « je vous l'avais bien dit » ne sont pas prononcés à voix haute, mais ils pèsent dans l'air. Les hommes de la vieille école, ceux qui n'avaient jamais cru aux opérations combinées, triomphent. On parle de démanteler le département de Mountbatten. On parle de mettre au rebut ses jouets amphibies. Louis est convoqué. Il s'attend à être renvoyé. À retourner laver la vaisselle, son nom à jamais associé au plus grand désastre allié de la guerre. Il est, pour la 3e fois, le rejeté ultime, celui dont l'invention a tué des milliers de compatriotes de ses alliés. Il entre dans le bureau de Mountbatten, le visage gris, prêt à recevoir la sentence. Mais l'amiral n'a pas l'air d'un homme battu. Il a l'air furieux. Il frappe la table. « Ils ne voient rien, Fournier. Ils ne comprennent rien. » Louis, stupéfait, ne dit mot. « Ils disent que votre machine est un échec, » continue Mountbatten en arpentant la pièce. « Ils disent que l'invasion amphibie est impossible. Ce sont des imbéciles, comme vos colonels de 1939. » Mountbatten s'arrête devant Louis. « Savez-vous ce que Dieppe nous a appris, Louis? Pas que vos LCA sont mauvais. Ils ont été parfaits. Les rampes ont fonctionné sous le feu. Les coques ont tenu. Ils ont fait exactement ce pourquoi vous les avez conçus. » Il pointe un doigt sur une photo de reconnaissance de Dieppe, couverte d'annotations rouges. Ce n'est pas la machine qui a échoué, c'est la cible. Nous avons appris qu'on ne peut pas prendre un port fortifié de front. C'est un suicide. Dieppe nous a appris que la seule façon de revenir sur le continent, c'est de ne pas aller dans les ports. C'est de débarquer sur les plages, des plages ouvertes. Et pour ça, nous n'avons pas besoin de moins de vos machines, Louis. Nous en avons besoin de milliers. Et nous en avons besoin de plus grosses. C'est le moment où l'histoire bascule. Le désastre de Dieppe, sanglant et terrible, n'est pas la fin de l'invention de Louis. C'est sa justification la plus brutale. La machine à créer des veuves était la seule clé. Il fallait juste trouver la bonne serrure. Et Louis Fournier n'est pas renvoyé. Il est promu. Il devient l'ingénieur civil le plus important et le plus secret de l'effort de guerre allié. La machine change, elle évolue. L'idée de Louis, sa rampe frontale, devient l'ADN de la plus grande flotte d'invasion jamais conçue. Le LCA, son bélier flottant, reste le scalpel pour les commandos. Mais sur sa base, les ingénieurs britanniques et américains, sous la supervision obsessionnelle de Louis, qui parle maintenant un anglais rude mais efficace,
créent les grands frères. Le LCT, Landing Craft Tank. Une barge capable de s'échouer et de débarquer 3 chars Churchill. C'est la vision de Louis, réalisée. Puis, l'impensable. Le LST, Landing Ship Tank. Ce n'est plus une barge. C'est un navire de haute mer, long de 100 mètres, capable de traverser l'océan, de s'échouer volontairement sur une plage ennemie, d'ouvrir ses gigantesques portes avant, l'ultime évolution de la rampe de Louis, et de vomir une colonne entière de chars, de camions et d'artillerie. L'homme des rivières de Lyon est devenu l'architecte de l'invasion des océans. Pendant 2 ans, dans des chantiers navals secrets, aux États-Unis, en Écosse, en Angleterre, on construit l'armada de Louis Fournier. Il est partout. Il résout les problèmes de torsion. Il modifie les systèmes de ballast. Il teste les mécanismes de la rampe jusqu'à l'obsession. Il est infatigable. Il est animé par le souvenir des hommes de Dieppe. Il ne construira plus jamais de machine à créer des veuves. Il construit la machine qui libérera son pays. 6 juin 1944. D-Day. Louis Fournier n'est pas sur un destroyer. Il est dans la salle de guerre souterraine de l'amiral Ramsay, à Southwick House, près de Portsmouth, le QG de l'opération Neptune. La salle est envahie par la fumée de cigarettes. Le mur entier est une carte de la Normandie. Des femmes en uniforme déplacent des symboles de navires sur la carte. C'est un chaos calme, contrôlé. Louis n'a pas dormi depuis 72 heures. Il tient une tasse de thé froid dans une main qui ne tremble plus. Il écoute les rapports qui crépitent à la radio. Utah, Green Beach, LCA à l'heure, rampe baissée, résistance faible, Sword, Queen Red, LCT 451, 452, touchés mais débarquent en leur char. Juno, Nan Green, forte résistance. Les Canadiens sont cloués sur la plage. Louis ferme les yeux. Dieppe. Le cauchemar recommence, mais le rapport continue. LCT 2308 a réussi. Les chars sont sortis. Ils avancent. Puis, Omaha. Le chaos. Le sang. Dog Green. Les LCA sont décimés avant d'atteindre la plage. Louis sent la sueur froide dans son dos. Mais les LST, ces géants, attendent au large. Ils ne peuvent pas s'approcher à cause du feu. Puis, le célèbre ordre du colonel Taylor. Il n'y a que 2 sortes de gens sur cette plage, ceux qui sont morts et ceux qui vont mourir. Alors, foutons le camp d'ici. Et les hommes avancent. Les brèches sont ouvertes. Les LST s'approchent. Et les rampes s'abaissent. La machine a fonctionné. Elle n'a pas été accueillie par un comité de colonels arrogants. Elle a été accueillie par le mur de l'Atlantique, la plus grande fortification de l'histoire. Et elle l'a brisée. Le bélier flottant, né sur les rives de la Saône, le jouet de rivière d'un inventeur inutile, a porté des armées à travers la mer et a ouvert la porte de l'Europe. Ce point d'acier, imaginé en 1939, a frappé en 1944. Quand la nouvelle de la libération de Paris est arrivée, en août, Louis Fournier n'a pas célébré. Il s'est enfermé dans son bureau et a pleuré. Il a pleuré pour les hommes de Dieppe, pour son pays perdu, et pour cette idée folle qu'il avait eue, seul dans son atelier de Lyon. Le colonel Dubois, s'il avait survécu à 1940, a dû apprendre la nouvelle. La France avait été libérée, libérée par une invasion amphibie, libérée par la machine qu'il avait rejetée. L'histoire ne retient pas souvent les noms des inventeurs, mais chaque soldat qui a posé le pied sur une plage de Normandie, chaque char qui a roulé sur le sable, et chaque village français qui a entendu le son de la liberté, doit sa vie à la machine impossible de l'homme que tout le monde avait refusé d'écouter.